débarqué sur Anchorage, en Alaska. Là, Donald Trump et Vladimir Poutine pourraient sceller un accord qui redessinerait la carte politique mondiale. Mais avant ce rendez-vous explosif, chaque camp affine sa stratégie. À Paris, Emmanuel Macron mobilise l'Europe et l'Ukraine pour peser sur les négociations. À Berlin, Volodymyr Zelensky alerte sur le risque d'un accord qui sacrifierait des territoires. À Moscou, Vladimir Poutine affirme vouloir une paix durable, mais à ses propres conditions. Et à Washington, l'administration américaine semble jouer une partie subtile entre concessions et calculs géopolitiques. Sommes-nous à l'aube d'un accord historique ou d'un coup diplomatique qui bouleversera l'équilibre mondial? Qui sortira vraiment gagnant du sommet d'Alaska? Et surtout, l'Ukraine aura-t-elle encore son mot à dire? Chers collègues, bonjour. Je vous ai demandé de vous réunir aujourd'hui pour vous informer de l'état d'avancement des négociations sur la crise ukrainienne et des discussions bilatérales avec la délégation ukrainienne. Beaucoup d'entre vous connaissent les grandes lignes, mais je vais vous donner plus de détails. Deuxièmement, je souhaite vous informer de l'étape actuelle de nos discussions avec l'administration américaine. Comme vous le savez, elle fait, à mon avis, des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités, pour résoudre la crise et pour parvenir à des accords qui sont dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. L'objectif est de créer les conditions d'une paix durable entre nos pays, en Europe et même dans le monde, si nous parvenons, lors des prochaines étapes, à des accords dans le domaine du contrôle des armes stratégiques offensives. C'est ce que je voulais dire en introduction. Bonjour messieurs, dames, merci d'être là. Je voulais, avec le président européen, M. Antonio Costa, vous rendre compte des discussions que nous venons d'avoir. Un instant d'abord, nous avons une concertation avec plusieurs pays européens et avec les institutions européennes et l'OTAN, pour ensuite avoir un échange qui vient de s'achever, qui pendant une heure nous a permis de coordonner les choses avec le président Trump avant la réunion qui va donc se tenir en Alaska le 15 août prochain. Les positions sont connues et elles marquent aussi l'unité, pas simplement des Européens, mais de tous les alliés qui se sont retrouvés dans cette coalition des volontaires que nous avons bâtie ces derniers mois, qui est de dire que nous tenons évidemment à cette unité, que nous voulons que tout ce qui concerne l'Ukraine soit discuté avec l'Ukraine, que nous voulons une paix qui soit robuste et durable, c'est-à-dire une paix qui règle à la fois les questions territoriales mais de garantie de sécurité pour l'avenir. L'échange avec le président Trump a permis d'éclairer ses intentions pour la réunion du 15 août prochain et nous a permis d'exprimer très clairement nos attentes et je tiens ici à l'en remercier. Et je crois pouvoir dire que plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique, et nous soutenons cette initiative, en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien. Et c'est la position que nous soutenons. Elle a été très clairement exprimée par le président Trump et donc elle augure d'une réunion à venir. Le troisième élément, c'est le lien qui doit continuer d'exister entre toute concession territoriale et les garanties de sécurité qui seront apportées à l'Ukraine. Vous savez que c'est la position que nous défendons, sur laquelle nous nous sommes battus ces derniers mois, qui a donné lieu même à l'existence et à la planification de notre coalition des volontaires. Eh bien, le président Trump l'a exprimé clairement en ces termes. Il a dit même des choses qui, pour moi, sont très importantes. Le fait que l'OTAN ne doit pas faire partie de ces garanties de sécurité, et on sait que c'est un point fort, en particulier pour la partie russe, mais que les États-Unis et tous les alliés qui étaient prêts devraient en faire partie. Et c'est ce dans quoi nous sommes engagés, et c'est une clarification pour moi très importante que nous avons eue aujourd'hui. Enfin, il va donc se battre aussi pour obtenir un rendez-vous à venir, et donc une trilatérale avec le président Trump et le président Zelensky. Et je pense que c'est un point très important à cet égard, et nous souhaitons qu'elle puisse se tenir en Europe, dans un pays neutre, qui soit accepté par toutes les parties. En tout cas, à mes yeux, je vois cette réunion comme un point très important. Juste après, nous allons tenir cette coalition des volontaires avec le président Costa et nos partenaires, que nous co-présiderons avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer.
et avec la présence également du président Zelensky et d'une partie américaine. Et elle nous permettra de décliner de manière très concrète avec nos collègues tout cela. Le discours d'Emmanuel Macron révèle une posture européenne qui se veut ferme, mais qui soulève immédiatement des interrogations fondamentales. Pourquoi insister avec autant de force sur le fait que les questions territoriales ne peuvent être négociées que par le président ukrainien, alors même que l'Ukraine dépend totalement de l'aide occidentale pour maintenir son effort de guerre? Cette position est-elle réellement pragmatique ou relève-t-elle davantage d'un affichage politique pour rassurer Kiev et préserver l'unité européenne, au risque de fermer la porte à toute solution de compromis? Et surtout, peut-on espérer mettre fin à un conflit aussi profond en niant la réalité du rapport de force sur le terrain, où la Russie consolide ses positions jour après jour? En creusant, on voit bien que ce discours fige la question territoriale dans un cadre idéaliste, sans admettre qu'aucun accord de paix ne sera possible sans aborder ce point frontalement avec Moscou. Les Européens semblent vouloir imposer une paix qui ne tienne pas compte des faits établis, ce qui revient à poser des conditions irréalistes qui peuvent prolonger indéfiniment la guerre. À l'inverse, la position russe, qu'on le veuille ou non, part du principe que la stabilité ne peut exister que si les nouvelles réalités territoriales sont reconnues et sécurisées, tout en intégrant des garanties mutuelles. Cela pose une vraie question. Vaut-il mieux rester figé dans une position de principe qui prolonge le conflit, ou accepter une discussion sur les frontières pour parvenir à un accord durable? En refusant d'aborder ce sujet avec pragmatisme, l'Europe prend le risque de s'exclure des décisions clés et de laisser Washington et Moscou trancher seuls. Une paix imposée sans reconnaissance des réalités géopolitiques ne tiendrait pas longtemps, alors qu'un accord qui intègre les revendications sécuritaires de la Russie pourrait, paradoxalement, offrir une base plus solide pour éviter un nouveau cycle de guerre. Et vous, pensez-vous qu'il faille traiter la question territoriale comme un tabou ou au contraire l'ouvrir pour mettre fin au conflit? Donnez votre avis en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour continuer à suivre nos analyses. Merci et à très bientôt.